Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Laetitia, à la tête des ressources humaines du groupe Lidl. Femme à haut poste dans un monde encore très masculin, Laetitia a à cœur de donner à toutes et à tous les chances de gravir les échelons dans le groupe, quels que soient les diplômes. Passionnée par son travail et enthousiasmée par les défis à venir dans le monde de la grande distribution et des ressources humaines, son moteur est d'accompagner un grand nombre de personnes différentes à collaborer au service d'un objectif commun. Pour cela, elle nous partage à la fois son expérience, ses motivations, ses doutes et ses conseils concrets pour prendre du recul sur soi et s'épanouir au travail. Bonjour Laetitia et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'aimerais bien commencer par une question que j'ai encore jamais posée. Dans un article du Figaro Recrutement, tu dis que les meilleures personnes pour parler d'un travail ne sont pas les personnes elles-mêmes, mais leurs proches. Et donc, j'ai envie de te demander, que dirait ta famille ou tes amis si on leur demandait ce que tu fais professionnellement ? Alors, ma famille ou mes amis diraient que je fais un métier de passion parce que, en fait, j'en parle avec le cœur. Donc, je pense que c'est ça qu'ils diraient de mon job. Je suis pas sûre qu'ils rentreraient dans le détail de ce que je fais au quotidien. D'accord. Je pense même qu'ils le savent pas forcément. Mais ils en parleraient par les émotions que je leur fais passer ou je leur transmets. Et c'est drôle que tu poses cette question, c'est effectivement la campagne Lidl sur notre entreprise où on a fait parler les proches de nos salariés pour expliquer comment ils vivaient leur travail chez Lidl. Et est-ce que c'est toujours sous l'angle de l'émotion ou certaines personnes comprennent aussi un petit peu le métier ? Oui, évidemment. Sur mon métier en tant que tel, ce qu'ils diraient, c'est... t'allies à la fois du relationnel, projet, technique. En fait, il dirait de mon job que finalement j'ai un scope, un périmètre assez large et que j'interviens sur plusieurs dimensions. Et d'autant qu'ils ont suivi mon parcours, mes amis ou ma famille. Donc, je pense qu'ils suivent au fur et à mesure, sans doute aussi l'orientation terrain. Tu t'adaptes ton métier aussi à l'activité de ton entreprise. Donc, tu vois, j'ai travaillé chez Amazon. Forcément, mon job de RH n'était pas tout à fait le même parce que tu travailles aussi au service de ton entreprise et de son développement. Là, aujourd'hui, chez Lidl, forcément, je suis très orientée grande distribution. Tout le monde dans ma famille doit aller faire ses courses chez Lidl. C'est un impératif. C'est vrai. Et tu parlais de ton rapport au travail, où il y a beaucoup de cœur, on sent, d'envie, d'émotion, tu disais. Donc, ce serait peut-être un rapport travail-passion. Et est-ce que tu penses que c'est le rapport à avoir forcément ou que c'est OK d'avoir d'autres rapports avec son travail ? Non, pour moi, c'est OK d'avoir d'autres rapports avec son travail. Je pense qu'on le vit chacun à notre façon. Donc, je pense qu'il faut surtout se sentir bien et le vivre à sa façon. Je pense qu'il n'y a pas, pour le coup, de façon unique de le vivre. Et c'est quoi pour toi les marqueurs pour savoir si on est bien, justement, dans son travail, pour se poser la question ? Parce que parfois, on a le nez dans le guidon, tu sais, on a du mal à se rendre compte. Un des marqueurs, c'est comment tu arrives au travail le matin, comment tu te sens le dimanche soir à la perspective du lundi. Ça, c'est déjà toi comment tu établis ce rapport entre ton week-end et le début de ta semaine. Et ensuite, c'est ce que t'en dis, comment tu l'exprimes, à la fois verbalement, mais aussi dans ton attitude, clairement, dans ce que tu fais ressentir, dans les relations que tu établis avec tes collègues. Enfin, c'est une dimension qui est hyper large, la façon dont tu vis ton travail. Et aussi dans quelle perspective tu t'inscris. Si tu te dis moi je le fais mais c'est pas grave, demain je ferai autre chose, bah c'est pas pareil que de dire je le fais parce que j'y crois et parce que j'ai envie de m'investir pour mon équipe, pour mon entreprise. C'est une dimension radicalement différente.
Donc c'est super intéressant et très concret. Donc si je résume, il y a comment tu te sens le matin en arrivant, la transition week-end-semaine, comment tu l'exprimes verbalement mais aussi par ton attitude, les relations que tu établis avec tes collègues et tes perspectives d'évolution. Oui, peut-être il y a un bout de spontanéité, de la confiance que tu as établie, de comment tu es capable de donner de toi-même. Tu vois, si t'es bien au travail, tu vas avoir envie de partager tes idées, tu vas être très ouvert dans la manière dont tu vas donner du feedback. Ça, c'est aussi des marqueurs assez forts. Et t'as toujours ressenti ça dans tes expériences professionnelles par le passé, ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était différent? T'as toujours des moments où c'est différent. Déjà, t'as des moments où toi, t'es soit un peu fatigué, soit t'as une problématique qui te soucie perso ou pro et qui fait que sans doute tu te sens moins bien de manière générale. Et puis il y a aussi des personnes avec qui le relationnel met plus de temps à se construire et donc du coup ça te demande un effort peut-être un peu plus intense. Tu te poses plus de questions, clairement. Mais c'est ce qui nourrit aussi, je pense, de se poser des questions, de se remettre en question. Et quand tu te remets en question, alors certes, il y a une dimension de perspective positive, mais forcément, tu te questionnes. Donc ça génère peut-être des doutes et puis des situations d'attente où tu te dis voilà, je vais tenter ça. Si ça marche pas, je tenterai autre chose. Mais si ça marche pas de nouveau, il va falloir que je me pose et que je vois comment j'aborde la suite. Ça, c'est des choses que tu as déjà expérimentées ou dans ton parcours? Ouais, bien sûr, tout le temps, parce que je pense que la remise en question doit être permanente. C'est comme ça que t'avances. Et si tu nous partageais un moment en particulier, ce serait lequel? Un moment de remise en question. Tu sais, toi, t'arrives avec ton expérience passée, tes valeurs, tes principes parfois, parce que malgré tout, même si t'es très ouvert, t'as quand même des principes. Et oui, moi j'arrive, tu sais, par exemple là aujourd'hui chez Lidl, avec mon expérience d'entreprise culture américaine, une dynamique de changement hyper forte. Et là aujourd'hui, je propose des idées. Alors on me regarde des fois avec des yeux grands ouverts en se disant on n'a jamais fait ça, mais pourquoi pas? Alors du coup, tu dis mince, est-ce que ton idée est bien appropriée à l'environnement dans lequel tu travailles? Donc c'est permanent et du coup ça génère une discussion et c'est là où c'est important d'avoir une relation de confiance parce que finalement t'es capable d'échanger librement sur ok, t'as une idée, t'as une perspective, mais est-ce qu'elle est appropriée? Et si t'as réussi à créer cette relation de confiance, les personnes qui sont autour de toi vont te dire écoute, j'y crois pas vraiment, mais peut-être qu'on peut le tenter. Et puis, c'est pas grave, si on réussit pas, on reviendra en arrière et on tentera autre chose. Donc ça, ce serait une façon de dépasser un peu ces peurs ou ces doutes, de créer des relations de confiance avec tes partenaires au travail? Oui, clairement. Enfin, franchement, la relation de confiance, c'est ce qu'il y a de plus agréable, une fois que c'est établi, de se dire que tu peux librement partager un sujet ou une question, un truc que tu sais pas faire en fait, où tu te dis mince, ça comment toi tu l'aborderais parce que moi j'ai pas de perspective ou de solution, donc t'appelles un collègue, ta personne ressource et tu lui dis mince, voilà, j'ai ça comme question ou comme challenge, toi comment tu t'y prendrais? Ça c'est cette relation de confiance où tu peux librement exprimer une situation où tu sais pas faire ou une incertitude. Et ça, tu penses pas qu'il y a des personnes qui pourraient voir le risque de passer pour faibles ou pas assez compétents? Bien sûr, et c'est là où la relation de confiance importe. Et en fait, pour moi, il y a pas, c'est au contraire un signe de force d'être capable d'exprimer justement une vulnérabilité, de dire voilà, ça j'ai jamais été exposé, j'ai besoin d'aide. Et ça, au contraire, pour moi, c'est vraiment un signe de maturité ou d'ouverture. Et tu parlais de ces personnes ressources, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le concept, s'il te plaît? Les personnes ressources, c'est ceux en qui tu as confiance et à qui tu peux passer un coup de fil ou parler quand tu as besoin. C'est des anciens collègues qui, quand toi tu changes de job ou tu doutes parfois de tes compétences, tu dis en fait je vais l'appeler, il va me rappeler que je sais faire, ou on va se rappeler des expériences partagées où on va se redire comment on s'y est pris dans le passé. C'est évidemment tes proches. Moi, une de mes personnes ressources, c'est forcément mon conjoint avec qui je partage énormément parce que
t'as toujours des contrariétés dans ta journée et t'as besoin de lui dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et des fois, il te challenge un peu pour dire, mais non, mais en fait, je suis pas d'accord. T'as réagi avec trop d'émotions. C'est pas si gênant ou finalement la direction que t'as prise est peut-être pas la bonne. Et je trouve que ça t'apporte un autre regard. Et ça marche avec voilà les personnes vraiment à qui t'as établi ce lien où justement tu peux exprimer ses vulnérabilités. Tu sais que ça te portera jamais préjudice. Et justement, tu parlais d'émotions et de vulnérabilité. Tu penses que c'est quoi la place des émotions en entreprise, aujourd'hui en France en tout cas? Si on parle peut-être de la culture américaine après, mais en France. La place des émotions, enfin, on est des hommes, des femmes, on a des émotions. Donc, pour moi, ça fait partie de qui nous sommes. Donc, les émotions ont leur place. Pour moi, on doit être en mesure de pouvoir les accueillir. Alors évidemment, on peut pas traiter toutes les problématiques en entreprise, notamment toutes les problématiques personnelles, mais on doit pouvoir orienter quand c'est nécessaire. Mais les émotions, c'est aussi du quotidien, c'est d'exprimer la satisfaction, la fierté, la reconnaissance. Enfin, quand on est un manager, je trouve que c'est important de savoir recueillir ses émotions, mais aussi le mécontentement, la colère. Enfin, faut que ça sorte pour qu'on puisse justement apporter des solutions. Et tu penses qu'on est la même personne au travail et en dehors? J'en sais rien. Vous avez 3 heures. J'ai loupé l'exercice de philo. Écoute, j'en sais rien. Je pense, sans doute, évidemment, on se transforme pas quand on arrive au travail. Donc, on est une personne avec une composante à la maison, une composante au travail. Donc, on est une personne unique. Je pense qu'on se dissocie pas une fois qu'on change d'environnement. Je te pose cette question parce que tu dis aussi dans cette interview qu'une personne épanouie au travail est bien dans sa vie perso. Et donc, il y a vraiment un lien entre les deux. C'est quoi le rôle de l'employeur là-dedans, dans cette dynamique? C'est d'établir un environnement de travail dans lequel tu vas pouvoir déjà te sentir bien accueilli, bien intégré, bien formé. On va se soucier du développement de tes compétences et de comment tu te sens dans l'entreprise. Tu vois, c'est de pouvoir mettre la sécurité, la qualité de vie au travail en priorité. Ça, pour moi, c'est déjà créer un environnement favorable de travail pour que tu te sentes épanoui. Ensuite, c'est de donner de la perspective et c'est avec ton manager, avec tes collègues, de pouvoir avoir la capacité d'exprimer justement ce que tu vis bien, comment tu te sens de manière positive et aussi là où t'aimerais des améliorations. Donc, c'est de pouvoir créer cet environnement-là. Et je pense que il y a cette culture avec les valeurs, la culture managériale que l'entreprise met en œuvre qui impacte beaucoup sur la manière dont tu te sens au travail. Et tu parlais tout à l'heure de valeurs à un moment. Est-ce que je peux te demander quelles sont tes valeurs à toi, les principales, on va dire les 3 peut-être ou 5 fondamentales si tu as envie d'en choisir? C'est dur parce que finalement, t'en as toujours énormément. Moi, il y en a une qui m'importe beaucoup, c'est l'humilité, la simplicité. Je pense que de pouvoir parler librement, être accessible, ça pour moi, c'est vraiment un principe qui m'importe. Et puis l'honnêteté, la sincérité, je pense que c'est vraiment des valeurs importantes. Et aujourd'hui, dans ton travail, tu te sens en adéquation avec ces valeurs-là au sein de l'entreprise? C'est des valeurs qui sont nourries? Clairement, une des valeurs de Lidl, c'est la simplicité. Et là, ça me parle beaucoup. Et l'orientation terrain. Et dans mon métier, l'orientation terrain, c'est clé. Tu vois, un rôle de RH au plus près des équipes, c'est comme ça que je m'épanouis clairement. C'est de pouvoir sentir la contribution que tu peux apporter auprès de l'ensemble des équipes. Donc, en l'occurrence, chez nous, dans les supermarchés, dans les plateformes logistiques ou auprès de nos équipes sièges. Et justement, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui, si tu veux aussi nous rappeler avant ce que tu fais avec tes mots à toi? Je suis directrice exécutive RH chez Lidl. Donc, on a un périmètre de 46 000 salariés sur 25 directions régionales, 1600 supermarchés, 25 plateformes logistiques. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est moi la diversité des métiers. Tu vois, t'as des métiers d'équipier polyvalent, d'opérateur logistique, t'as des métiers hyper spécialistes en immobilier, aux achats, en RH. Et ce qui me plaît, c'est vraiment cette diversité de profils. Ce qui me plaît aussi, c'est l'ouverture de l'entreprise parce qu'on est capable de rentrer chez Lidl sans avoir des prérequis d'expérience ou de diplôme. Et ça, pour moi, ça t'apporte du coup une richesse de profil qui est pour moi hyper riche. Qui te nourrit, en fait, clairement.
Et ce qui me plaît aussi dans mon job, c'est clairement la diversité du rôle, justement. Donc il n'y a pas un aspect en particulier, c'est d'être capable de parler de santé, sécurité, qualité de vie au travail, de switcher pour parler recrutement, intégration, développement RH, d'aller parler, négocier avec nos partenaires sociaux dans une vraie dynamique de négociation en faveur de nos salariés et de l'entreprise. C'est de pouvoir ensuite rentrer sur du plus technique avec des notions juridiques ou bien encore de la paye, de l'administration RH. Enfin voilà, c'est vraiment une palette hyper large qui du coup est hyper intéressante. Et ce qui me plaît aussi, c'est que le rôle RH est vraiment finalement a un rôle clé et qui a un lien entre plein de départements. Donc, tu es vraiment au cœur de l'organisation de l'entreprise et de sa stratégie. Donc ça, c'est pour moi très énergisant. Et c'est quoi tes défis ? Mes défis, c'est alors chez Lidl, c'est de pouvoir travailler sur vraiment l'attractivité en tant qu'employeur. Les métiers de la grande distribution souffrent d'une image qui est pas toujours positive. Et au contraire, moi, mon enjeu, c'est de pouvoir justement montrer que on est capable de se développer vraiment en interne. On a 90% de nos managers qui sont issus de l'interne, donc il y a une vraie perspective d'évolution. Et aussi qu'on travaille sur des dimensions de qualité de vie au travail dans nos métiers. Donc ça, c'est pour moi un enjeu important. C'est vraiment de valoriser nos métiers et de valoriser du coup l'entreprise. Ensuite, un autre des enjeux, c'est on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi de travailler sur la culture, les valeurs et d'accompagner les managers pour diffuser cette culture, ces valeurs et les process de l'entreprise. Et puis après, on a des enjeux forcément, tu vois, avec nos partenaires sociaux de négociation collective. On travaille sur le handicap, l'accompagnement des seniors. Voilà, on a beaucoup de sujets. Et l'égalité homme-femme aussi. Bien sûr. On a fini la négociation de notre accord. C'est pour ça que je ne parle pas spontanément. Mais effectivement, on a négocié un accord égalité homme-femme, qualité de vie au travail. Et ça consiste en quoi, si tu peux en parler Finalement, tu encadres les mesures que tu vas mettre dans cet accord et que tu vas suivre avec tes partenaires sociaux. Par exemple, sur la qualité de vie au travail, on a prévu ensemble un test sur 4 types d'organisation du temps de travail. C'est un point important, l'organisation du temps de travail pour nos salariés. Donc, on teste la semaine de 4 jours pour nos salariés qui sont en contrat 30 heures. On teste une alternance matin-après-midi qui n'existe pas forcément aujourd'hui dans nos plannings. On teste une planification sur 8 semaines versus 4 aujourd'hui. Et on teste une organisation avec un planning choisi. Voilà. Et donc ça, c'est pour les supermarchés. On va tester pendant 6 mois et faire le point ensuite avec nos partenaires sociaux sur la suite à donner. Félicitations. Et en plus, je crois que vous avez un index égalité... On a un index égalité homme-femme à 94 sur 100. On a aussi lancé un podcast chez Lidl qui s'appelle Lidler, Lidl avec elle. Donc ça, Lidler, c'est notre programme de leadership au féminin. Et on continue, on a des actions en faveur vraiment du développement des femmes dans l'entreprise. On a 60% de femmes dans notre entreprise, 55% de nos managers sont des femmes, et on doit continuer encore à travailler vers plus de femmes au niveau cadre dirigeant. Donc ça, c'est nos enjeux aussi. Et comment tu expliques justement cette disparité? Plus on monte, entre guillemets, dans la hiérarchie, je crois qu'il y a 2 femmes au COMEX. 2 femmes au COMEX, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en général et quels sont les mécanismes peut-être à déconstruire? Ouais, je pense que évidemment, tu as des éléments sur lesquels il faut que tu travailles dans la manière dont tu accompagnes vers ces parcours de cadre dirigeant. Donc nous, on a du côté entreprise sans doute des points à améliorer. Mais du côté des femmes, on a aussi, je pense, des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. On parle beaucoup de croyances limitantes. Je pense le syndrome de l'imposteur. Ou le syndrome de l'imposteur, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur ces dimensions-là pour les dépasser. Donc nous, on a un programme de coaching qui s'appelle Boost Her, qui permet sur une demi-journée d'identifier les forces de nos femmes managers et de les accompagner pour révéler leur potentiel. Voilà, donc ça fonctionne bien. Maintenant, faut qu'on aille vraiment vers la concrétisation d'une évolution professionnelle. Faut travailler sur tous les bloqueurs. Je pense que c'est vraiment du cas par cas probablement qu'il faut savoir gérer.
Et toi, le syndrome de l'imposteur, tu le ressens de temps en temps? Toujours, enfin évidemment. Je pense tout au long de mon parcours. Je suis née dans une famille dans laquelle on fait pas forcément beaucoup d'études, ou du moins plutôt des études professionnelles, des circuits professionnels, ce qui est très bien évidemment. Mais moi, je me suis retrouvée dans un environnement où j'avais pas forcément de personnes dans mon entourage qui pouvaient m'accompagner sur le choix de filière, par exemple. Et du coup, en permanence, tu te dis, mais en fait, quand t'es souvent seul, tu te dis que peut-être t'es pas à ta place sur plein de situations, parce que t'as fait un master RH et pas une école de commerce, parce que, enfin, t'as toujours des situations où tu te dis, finalement, c'est pas là où je devrais être, ou quelqu'un d'autre devrait être à ma place. Mais voilà, t'arrives à le dépasser parce que t'as ton entourage, parce que t'as montré des résultats auparavant, et puis parce que tu te nourris de tes forces aussi. Enfin, je pense qu'il faut réussir à les mettre en avant. Et se rappeler ses réussites. Se rappeler ses réussites, se rappeler ses forces, ses super powers. Voilà, mais juste aussi se dire que, oui, les doutes font aussi avancer. Et tu parlais d'études à l'instant, il me semble que tu es la seule de ta famille à avoir un bac+5, c'est ça? Ouais, dans mon environnement familial, effectivement. Alors, c'est pas le cas de mes amis ou non, je parlais de la par ailleurs, mais dans la famille, famille, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu un sentiment de transclasse, tu vois, ce changement de milieu social quand tu as fait ces études différentes du reste de ta famille, ou pas du tout? Alors, milieu social, je pense pas, parce que tu vois, c'était d'autres métiers, c'était juste pas des filières générales, mais pour autant, ils ont aussi des métiers dans ma famille qui sont très valorisants. Donc pas forcément transclasse, mais peut-être tu te retrouves, oui, sur des métiers sur lesquels dans ton entourage on n'est pas forcément sur lequel on n'est pas forcément à l'aise, où tu te retrouves avec un DRH, avec quelqu'un qui est potentiellement syndicaliste, mais c'est drôle parce que ça nourrit l'échange, donc c'est plutôt sympa. Et ça me fait penser, tout à l'heure tu parlais des diplômes, que beaucoup de personnes chez Lidl sont recrutées sans forcément avoir les prérequis, on va dire, classiques, en termes de diplôme ou d'expérience. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont un peu victimes, on va dire, de cette barrière externe, qui est que t'as pas le bon diplôme ou la bonne expérience, et on te fait pas confiance? Parce que toutes les entreprises font pas comme ça, quoi. En fait, t'arrives avec une personnalité. L'entreprise, elle cherche aussi des personnalités. Elle cherche des personnes qui ont envie de s'investir pour l'entreprise. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut que tu réussisses à démontrer quand tu n'y crois pas tu te crois pas en toi-même. C'est de pouvoir montrer que t'es là pour aussi apporter une valeur ajoutée. Je pense qu'il faut simplement mettre en évidence la valeur ajoutée que tu peux apporter. Ce que tu fais à l'extérieur ce que tu fais à titre personnel, qui peut aussi être très utile pour l'entreprise, c'est tes qualités personnelles, tes qualités au sein d'une équipe. Enfin, ça, c'est vraiment des points forts qu'il faut mettre en avant, parce que c'est aussi ce que l'entreprise attend. C'est un sujet qui nous tient très à cœur chez Chance, comme tu sais, la mobilité sociale. Et justement, donc tu dis mettre en avant sa personnalité, ses qualités, chercher des compétences transférables, aussi dans le personnel. Chez Chance, on parle aussi du réseau, du besoin d'avoir les bons contacts, que malheureusement, tout le monde n'a pas le même capital social. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, ou toi, dans ta vie en général, pour ouvrir ton réseau ou tendre la main à des personnes qui ont besoin de contacts? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou Oui, bien sûr. Alors, déjà, par exemple, tu vois, moi, sur LinkedIn, un étudiant qui va chercher un contact ou quelqu'un qui sollicite pour un mémoire, je réponds toujours favorablement, ou si je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai simplement une problématique d'agenda. Ensuite, alors le mentorat, j'ai mentoré quelqu'un qui m'a marqué il y a pas si longtemps, qui était étudiant en école de commerce avec un environnement familial qui était pas dans le privé, donc qui avait besoin de conseils très pragmatiques, comment on cherche un stage, comment on se présente à un entretien, et ça m'a beaucoup nourri. Voilà, donc faut que je continue, il faut que je m'accorde du temps pour pouvoir le continuer. En interne, je l'ai fait aussi chez Amazon particulièrement, d'accompagner, là en l'occurrence c'était des jeunes femmes qui arrivaient à des points dans leur parcours où elles avaient besoin de gagner confiance, et du coup j'ai accompagné 2 jeunes femmes qui étaient en RH sur ce type de parcours, mais je suis toujours très partante.
Et parce qu'en fait, alors déjà, t'as le sentiment de partager quelque chose, et puis ensuite, surtout, toi, ça t'apporte un autre regard, et un regard aussi qui, moi, m'apporte en tant que RH, sur comment tu peux contribuer, comment tu dois t'adapter en tant qu'entreprise pour ce type de profil. Oui, finalement, les gens aiment bien parler de ce qu'ils font, et puis le questionnement leur permet aussi de prendre du recul quelque part et d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Donc, ouais, tout à fait. Pas hésiter à oser, parce que finalement, il faut c'est pas oser. Juste un embêtement, quoi. C'est jamais une contrainte. Voilà, une contrainte. Un embêtement, je ne pense pas que ça existe. J'invente des mots de temps en temps, ça m'arrive. C'est quoi pour toi le cliché aujourd'hui du DRH qui t'embête un peu, qui te titille Le cliché du DRH, alors t'en as plusieurs, des clichés sur les DRH. T'as le cliché du DRH qui sort pas de son bureau et qui est dans un siège et qui établit sa politique sans parler aux salariés. T'as le cliché du DRH sur la partie disciplinaire, donc plutôt licenciement. Voilà, alors ça, écoute, ça fait partie du rôle. Alors le cliché du DRH dans son siège, je pense que ça c'est une vieille image, un peu dépassée. Le cliché du disciplinaire, en fait, ça fait partie du rôle. On est garant des process, donc tu les appliques. Voilà, nous on respecte des règles. Tu déclenches du disciplinaire, tu respectes si les règles ont été respectées ou non, et ensuite t'engages des actions. Voilà, ça fait partie du job, et je pense que c'est aussi ce qui garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est quoi les qualités pour ce poste ? Les qualités pour ce poste. Alors, je pense que déjà, il te faut une certaine adaptabilité, ouverture, adaptabilité à tout environnement, à différents profils, à différentes activités aussi d'entreprise, parce que je pense que il faut que tu rentres dans l'activité de ton entreprise, parce que tu es vraiment au service d'une entreprise. Donc l'activité et la structure, l'organisation. Et ensuite, une ouverture à toute nouvelle idée. Je pense qu'il faut qu'on soit alerte à l'évolution des attentes de nos salariés, ouverture à des solutions que tu n'as jamais testées, mais que dont tu as entendu parler dans une autre entreprise. Donc ça, je pense que c'est important. Après, l'orientation terrain, je t'en ai parlé. Ça, pour moi, c'est vraiment clé. Et puis, il y a une partie forcément compétences techniques, structure, organisation. Ça, c'est quand même aussi important. Ça fait partie du rôle. Et puis voilà, ce côté passion. Enfin, je pense que tu fais ce métier parce que t'aimes ce que tu fais. Je vais revenir à l'article que j'ai beaucoup aimé sur le Figaro Recruteur. Tu disais un personnage historique qui ferait un bon DRH, et tu avais cité Lady Clémentine Churchill parce que c'était une femme de Londres et que pas beaucoup de femmes avaient accès au pouvoir à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de pourquoi ça t'a touché et pourquoi tu as fait ce lien ? Pourquoi j'ai fait ce lien ? Alors parce qu'elle avait quand on lit alors c'était romancé, il y a un livre qui raconte sa vie, même plusieurs je pense, mais celui que j'ai lu expliquait tu vois le questionnement qu'elle générait auprès de son mari sur ses choix politiques et je trouve que c'est notre rôle, nous, en tant qu'RH, finalement, d'apporter cette distance, de se projeter un peu plus loin que juste là, demain. Et de se dire qu'en fait, tu vois, l'engagement des salariés, ça se construit sur du long terme, et que des fois, finalement, une décision court terme peut avoir un effet assez important sur l'engagement de tes équipes. Donc, c'est notre rôle, nous, en tant qu'RH, de pouvoir justement éclairer notre population managériale et surtout la direction de manière générale sur donner un autre regard et donner ce regard un peu on dit souvent poil à gratter sur est-ce que tu as bien pensé à tout et est-ce que tu as pensé à tous les retentissements de tes décisions. Voilà, c'est aussi cet effet vraiment projection sur une perspective longue. Et ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir des choses difficiles à faire remonter ou des feedbacks, tu vois, des besoins de changement qui n'étaient pas évidents à transmettre, ou t'as toujours osé tout dire ? Alors, je suis assez transparente, donc oui, j'ose dire. Après, il y a des fois, quand ça touche aux valeurs personnelles des personnes avec qui tu travailles, tu prends plus de temps pour trouver les bons mots, trouver la bonne approche. Oui, je pense que c'est important de dire les choses. Maintenant, tu t'adoptes la bonne communication. C'est ça qu'il faut réussir à trouver, c'est de le dire avec les bons mots et dans une perspective constructive. C'est ça qui importe. Mais il faut le dire. Oui, c'est de dire qu'on est dans la même équipe, en fait, quelque part. Et est-ce que, dans ta carrière toujours, c'était arrivé d'avoir des personnes en souffrance qui sont venues te voir ?
Bien sûr. Et là, tu te sens finalement responsable, mais aussi un peu privilégié parce que la personne a osé venir te voir. Donc là, la clé, c'est de pouvoir écouter, orienter pour justement réussir à diminuer cette souffrance ou à l'exprimer déjà d'une part, c'est déjà le plus important. C'était quoi en général les thématiques que tu as pu rencontrer ? Des fois, t'as des souffrances qui sont l'ordre de la santé, de la vie personnelle, de la vie familiale. C'est les plus difficiles à traiter parce que c'est là où l'entreprise peut le moins agir, si ce n'est orienter. Ou si ce n'est, tu vois, réussir à leur dire... Enfin, j'ai déjà eu le cas d'un manager qui avait une problématique avec l'un de ses enfants et qui me dit « Mais en fait, je suis en période d'essai. » Mais je dis, mais de quoi tu as besoin pour juste laisser du temps et accorder? Je dis, si tu veux que je te fasse le document pour dire, tu n'es plus en période d'essai, on était à 15 jours près. Hein. Je dis, je te fais le doc et surtout, tu prends des jours et tu vas t'occuper de ton enfant. Voilà, c'est des situations qui sont marquantes parce que tu te rends compte que il y a des priorités qui sont pas toujours qui te dépassent, tu vois, où tu te rends pas compte forcément de l'impact sur les émotions des salariés. Et puis après, tu as des problématiques qui sont plus d'ordre professionnel, de quelqu'un qui soit un problème relationnel, où là, ça prend forcément un peu plus de temps pour trouver des solutions. Enfin, un peu plus de temps. Le problème familial, ça prend aussi du temps, c'est pas la question. Mais tu peux avoir des solutions au moins d'organisation qui sont faciles à mettre en œuvre. Sur des problématiques professionnelles, de positionnement, de besoin d'accompagnement. Voilà, il faut vraiment réussir à mettre sur la table la problématique et de trouver la manière d'orienter, d'accompagner. Et je te pose pas la question parce que je travaille chez Chance, mais justement pour ces personnes qui se posent des questions sur leur carrière, leur évolution professionnelle. Et quand je dis évolution, je parle pas uniquement de promotion verticale, mais je le précise pour nos auditeurs. Mais parfois c'est des ajustements dans ton poste actuel, parfois c'est de la mobilité interne, parfois c'est une formation, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place? Vous avez des bilans de compétences en interne ou Ça peut être une option. Alors, on a une politique de mobilité interne qui est extrêmement forte. Donc, on a surtout un investissement très fort sur la formation. Donc, on a la possibilité de changer de métier chez Lidl. Donc, on peut effectivement évoluer en hiérarchie, d'un point de vue hiérarchique. Mais on peut aussi complètement changer de métier. Enfin, moi, par exemple, dans mon équipe RH, j'ai à peu près 80% de mon équipe qui est issue de la vente. Et ils ont suivi un parcours de formation pour travailler en RH. Où tu peux travailler, tu viens de la vente, tu peux travailler dans l'immobilier, dans les achats. Enfin voilà, c'est facile. Tu as des parcours de formation qui le permettent. On a aussi un organisme de formation et qui te permet de valider par des CQP ta formation. On a des dispositifs de VAE. Donc on accompagne clairement cette mobilité et la validation des compétences. Quand une personne vient te voir et te dit j'ai un projet professionnel mais il est pas malheureusement chez Lidl, tu peux orienter vers des contrats de transition professionnelle ou d'autres dispositifs. Ça, on a aussi cette possibilité-là, évidemment. Tu aurais des exemples de profils que tu aurais accompagné toi en mobilité ou tes équipes, je veux dire, qui sont des histoires que tu trouves chouettes, quoi. Alors, des histoires que je trouve chouettes. Enfin, alors il y en a plein chez Lidl, tu vois. Par exemple, dans le Comex, moi, ils sont tous issus de la vente sur un poste d'entrée, donc ça c'est des chouettes histoires. Mais ça m'arrive régulièrement de croiser par exemple un directeur de supermarché qui a commencé chez Lidl en tant qu'étudiant par exemple. On a 6000 étudiants chez Lidl qui travaillent sur des contrats de 7, 10 ou 14 heures et qui viennent travailler les week-ends ou les vacances scolaires. Donc on en a qui ont commencé en tant qu'étudiants, mais on a aussi des belles histoires de personnes qui sont rentrées après des parcours de vie un peu compliqués en tant qu'équipiers polyvalents et qui sont devenus coordinateurs caisse accueil, puis adjoint manager, puis responsable de magasin, voilà, et qui ont évolué comme ça dans l'entreprise. Des histoires dans mon parcours de RH, j'en ai forcément énormément et aussi dans mon équipe. Alors chez Lidl, c'est encore un peu récent parce que je n'y suis que depuis un peu plus d'1 an. Mais oui, chez Amazon, j'aurais plein d'exemples à te donner de personnes qui croyaient pas forcément en elles et juste en leur disant mais est-ce que tu as vu ce poste, est-ce que tu y as pensé, parce qu'en fait moi je t'y verrais tout à fait. Ok, par exemple, j'ai une de mes collègues, alors je lui fais un petit clin d'œil, une de mes anciennes collègues qui travaille dans les achats
et qui a pris en charge la mission handicap chez Amazon et qui a eu un chouette parcours d'évolution par la suite et qui a un rôle aujourd'hui global chez Amazon. Ça, c'est des parcours dont tu es forcément hyper fier. Bah oui. Et en parlant de parcours, toi, le tien, il était plutôt linéaire ou assez non linéaire? Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire? Comment tu l'as su? Non, j'ai pas du tout toujours su ce que je voulais faire. Tu sais, j'étais une bonne élève, studieuse et consciencieuse. Et mes parents m'encourageaient dans cet effort. Après, du coup, j'ai fait un bac S parce que fallait faire S scientifique. Alors, je sais plus si ça se dit comme ça encore. Je sais pas. Je suis plus sûre. Je pense que c'est les options. Mais j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais une bonne élève et qu'ensuite on m'a dit OK, t'as eu ton bac. Maintenant, il faudrait faire une prépa scientifique parce que ça ouvre plus de portes. Finalement, classique. La prépa scientifique, c'était pas du tout pour moi, parce que finalement, j'aimais aussi beaucoup les langues, le français, l'histoire, et que finalement, faire 13 heures de maths par semaine, c'est pas forcément ce dans quoi je m'épanouissais. Donc, j'ai arrêté ma prépa maths sup, et je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a dit OK, il faudrait faire médecine. Et moi, je venais de passer une année de prépa un peu intense et forcément avec des résultats qui étaient loin de ceux que j'avais connus dans le passé. Et du coup, je me suis dit bon, avant de faire médecine, je vais peut-être faire une année de psychologie pour voir parce que mon orientation était plutôt vers l'aspect neurologie ou autre, et donc voilà, me donner cette carte supplémentaire et surtout peut-être travailler un peu aussi en parallèle de mes études. Et donc j'ai fait une année psycho. Finalement, ça m'a plu et j'ai continué parce que ensuite j'ai fait une rencontre en psycho qui était une étudiante en thèse qui travaillait sur l'organisation des équipes semi-autonomes. C'était un type d'organisation à l'époque. On était chez Bosch et je l'ai accompagnée dans sa thèse. Et là, je me suis dit non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Toute l'orientation psychologie sociale, organisation du travail. Tu sens ta contribution, tu participes à la structuration de l'entreprise, et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper enrichissant. Je m'y suis bien retrouvée et du coup j'ai continué. Alors ensuite c'est posé la question de savoir est-ce que tu fais un master à l'époque un DESS, mais aujourd'hui master en psychologie, ou bien est-ce que je fais un master en RH. Et finalement je me suis dit bon, un jour peut-être si je veux être psychologue je ferai ma 5e année qui me manque pour être psychologue, mais j'ai choisi l'option RH et j'ai fait un master à Dauphine. Et ça, c'était top parce que tu te retrouves finalement avec à Dauphine, en tout cas dans le master RH à ce moment-là, on avait des profils qui venaient de gestion, de droit, d'école de commerce, de psychologie, et du coup, ça t'apporte finalement une diversité d'approches qui est hyper intéressante et qui en RH est finalement très utile. Donc, j'ai fait mon master à Dauphine et ensuite j'ai travaillé chez Coca-Cola. Poste généraliste, ensuite de la gestion de projet en France, aux États-Unis aussi sur la mise en place de SAP. Je suis rentrée sur une orientation plus relations sociales et après finalement j'ai fait le choix de quitter pour faire du développement RH. Donc j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Veolia sur la gestion des déchets. Et j'ai fait du développement RH, donc vraiment très orienté process, outils. On a vraiment mis en place des solutions qui te permettaient de travailler justement sur les compétences, sur les plans de succession. Et ça, pour moi, c'était vraiment une découverte finalement, ces outils RH. J'ai ensuite voulu retourner sur le terrain et j'ai pris le poste de DRH d'une filiale dans l'eau chez Veolia Eau. Et j'ai participé à la session de cette filiale, donc ça c'était aussi intéressant d'un point de vue relations sociales et aussi technique juridique. Et j'ai quitté avec la session pour rejoindre mon mari dans le nord de la France qui bougeait à ce moment-là. Et j'ai travaillé pour une entreprise allemande dans la plasturgie, là très orientée relations sociales aussi. J'ai ensuite rejoint Amazon quand l'entreprise a ouvert un centre de distribution logistique dans le Nord et j'ai été DRH de ce centre de distribution logistique. Puis j'ai ensuite été DRH pour la France et j'ai ensuite occupé un poste global chez Amazon orienté centralisation RH. Donc on gérait dans mon équipe
aussi bien des questions de nos salariés qui venaient de chatbots ou d'applis mobiles que des process type préparation de la paye ou gestion des absences qui ne nécessitaient pas d'interaction directe avec les salariés. Donc j'ai une très grosse équipe basée principalement aux États-Unis, à peu près 500 personnes aux US, 200 personnes en Inde et 200 en Europe. Et on apportait vraiment un support, c'était en pleine pandémie, en plus, un gros périmètre de salariés. Donc ça, tu vois, j'ai déjà pas mal changé. J'ai quitté ensuite Amazon pour rejoindre une start-up parce que j'avais envie d'un autre challenge. Et finalement, le monde des startups est aussi beaucoup lié aux levées de fonds. Et en l'occurrence, sur ce projet-là, on n'avait pas eu les levées de fonds. Donc, avec l'équipe RH, on a structuré l'équipe. Et puis, je suis partie ensuite pour rejoindre Lidl avec de beaux projets. Mais donc, non, c'est pas linéaire parce que alors c'est riche parce que tu changes d'activité, tu développes de nouvelles compétences, tu rencontres beaucoup de personnes, beaucoup de collègues, de managers, et du coup c'est hyper riche de. Tu vois, chez Amazon, j'ai beaucoup travaillé avec des gens de cultures très différentes et ça m'a beaucoup apporté. Et c'est le cas aussi chez Lidl aujourd'hui où je découvre aussi d'autres cultures, mais tu te nourris de culture d'entreprise, tu te nourris de rencontres de personnes qui parfois te touchent et te font avancer, qui te font aussi des retours que tu prends et qui te construisent. Donc non, c'est tout sauf linéaire, jamais. Même si finalement à la fin, quand tu regardes sur un CV, ça te paraît à peu près linéaire, mais tout ça est nourri de questionnements, d'équilibre aussi avec ta vie, tes souhaits, ta vie perso, les moments de ta vie. Enfin voilà, tout ça construit évidemment ton parcours. Et notamment dans ces retours qui font grandir. Toi, t'as retenu quoi, par exemple, qui t'a permis d'avancer comme retour qu'on a pu te faire par le passé? J'en ai plein. En fait, finalement, tu vois, c'est du quotidien de tes équipes qui te disent ce que tu m'as dit là, ça m'a donné un autre regard et du coup, j'y suis allée en y croyant. Ou c'est des retours en me disant là, t'as été un peu dur, mais finalement, j'avais peut-être besoin de ça. C'est à la fois du constructif où on te dit voilà l'image que tu donnes. Alors des fois c'est pas toujours facile à entendre et puis c'est souvent aussi heureusement du très positif sur ce que tu peux apporter et qui du coup t'incite à continuer dans ta voie, tu vois. C'est et surtout à le vivre avec ce que tu es. Ça je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est que tu te rends compte que finalement quand c'est vrai c'est là où tu te retrouves vraiment. Et est-ce que tu arrives à prendre les compliments ou est-ce que c'est difficile? Je les prends, mais ils me mettent souvent mal à l'aise. Mais évidemment que tu les prends, c'est toujours positif. Mais je préfère effectivement mon côté, c'est plutôt en donner que de recevoir. Et comment on fait quand on est une femme et une maman? Parce que tu as 2 enfants. J'en ai 3. 3, pardon. Ouais. Donc, voilà, encore plus du coup. Une femme, une mère, à un haut poste et en plus passionnée par ton poste. En fait, c'est apprendre. Le package est entier, tu vois. C'est mes enfants me prennent en tant que mère passionnée qui travaille, tu vois. Alors des fois, évidemment, ils râlent. Et je pense que même si, évidemment, et j'essaye de temps en temps d'être disponible pour aller une fois de temps en temps emmener à l'école par exemple ou aller chercher à l'école. C'est important de pouvoir le faire, mais j'explique aussi que si je faisais pas le travail que je fais aujourd'hui ou la manière dont je l'exerce, sans doute que je serais moins épanouie et sans doute que je serais moins drôle à la maison ou moins sympa, tu vois. Donc ça, je pense qu'ils l'ont compris. Alors tu sais, t'as toujours des périodes où on te dit, t'as pas un travail qui te permet d'être à la sortie de l'école. Je dis non. Non, mon job me le permet pas, mais je dis en fait, c'est pas très grave. Pour toi, en tout cas, c'est ok, quoi. Ouais, pour moi, c'est ok à partir du moment où tu as une organisation, à partir du moment où tes enfants vont bien. Enfin, je pense qu'il faut que tes enfants le vivent bien. Mais où tu l'expliques. Enfin, je suis très à l'aise sur le fait de leur expliquer pourquoi je le fais. Et puis, j'espère aussi surtout que ils seront eux aussi à l'aise en tant que parents plus tard de pouvoir vivre leur plaisir, leur passion de manière très libre et surtout transparente. Tu vois, on s'en parle. Et c'est important de s'en parler. Le jour où ils me disent je me sens pas bien,
voilà, sans doute que je l'organiserai autrement. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je le sens plutôt bien. Mais ça nécessite d'avoir une organisation, tu vois. C'est évidemment, il faut que tu sois sécurisé dans ton orga pour que tes enfants soient bien. Il faut un équilibre avec ton conjoint, avec ton environnement familial. Et j'ai cette chance-là, donc c'est top. Et alors, je vais faire un petit rétro-pédalage, mais tout à l'heure, tu parlais des thématiques, pour lesquelles on venait te voir. Ouais. Tu parlais de vie perso, de relationnel et d'accompagnement à la réflexion professionnelle et de carrière. Oui. Je voudrais bien revenir sur le relationnel parce que je me rappelle que j'ai lu une étude il y a pas longtemps. Alors, détrompe-moi si ce n'est pas le cas, mais il me semble que beaucoup des problèmes relationnels sont de l'ordre de la relation managériale, en tout cas en France. C'est ce que j'avais lu, que le dialogue managérial pouvait être un peu en panne. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est le fait de quoi? Déjà, est-ce que c'est vrai? Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Le rôle du manager est clé, évidemment. Enfin, tu vois, c'est lui qui a cette responsabilité d'engager une équipe, d'avoir une structuration des rôles, une visibilité sur l'organisation de l'équipe, et qui donne du sens aussi à ce que chacun fait au quotidien. C'est lui qui donne des retours sur ton travail. Enfin, son rôle est pivot, et il a une responsabilité qu'il faut qu'on réussisse à accompagner. C'est aussi le rôle de l'entreprise de pouvoir l'équiper, ce manager. Son rôle est clé à tout point de vue. Il est à toutes les étapes de l'expérience du salarié. Et est-ce qu'en France, on valorise assez justement le travail des managers? Parce que je veux dire, qui dit valoriser, dit mettre des moyens dans le fait de les accompagner, de les outiller, etc. Alors, les managers sont formés, ils sont recrutés aussi sur la base de leurs compétences. Est-ce qu'on valorise suffisamment le rôle? Peut-être pas toujours. Je vais te dire après... Le contexte est assez particulier parce qu'on se rend compte que finalement on a des attentes de salariés, les attentes évoluent, mais aussi les profils de nos salariés sont très diverses. Et du coup, on se retrouve avec des attentes très différentes et on se retrouve avec des managers qui doivent parfois rentrer clairement dans de l'individualisation. Et ils sont pas toujours formés pour de l'individualisation, ils sont souvent formés pour gérer un collectif de travail. Et il faut qu'on leur apprenne à rien que leur dire que c'est possible en fait d'individualiser, de pouvoir prendre en compte les problématiques d'organisation du temps de travail, sans que ça paraisse comme du favoritisme ou sans que ça génère de problématiques dans l'équipe. Tu vois, il faut que à la fois le manager et à la fois l'équipe soient prêts pour pouvoir gérer de l'individualisation. Donc c'est pas simple. Alors c'est un contexte qui te donne plein d'opportunités et qui te fait réfléchir, et ça c'est top de se dire que tu es dans une période où il faut que tu te remettes en question en tant qu'employeur, en tant que manager, pour avoir la bonne réponse et finalement, toi, être suffisamment attractif et rendre ton salarié engagé, épanoui. Donc, c'est une période un peu fatidique où il faut qu'on leur donne peut-être cette liberté d'exprimer leur générosité de manager. Et ça, aujourd'hui, en effet, c'est pas toujours le cadre qu'on leur donne. Et ils ont beaucoup de priorités, nos managers. Donc, peut-être qu'on les aide aussi, tu vois, à déterminer dans quel ordre prendre ces priorités ou quel poids leur donner. Oui, surtout les managers qui sont aussi dans l'opérationnel en même temps et qui font également beaucoup de choses à côté. Exactement. Tu as des priorités opérationnelles, tes résultats économiques. Enfin, voilà, tout ça, c'est aussi important. Mais souvent, on oublie de se dire que la manière dont tu manages ton équipe a forcément un impact sur ses résultats. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à argumenter davantage. Notre difficulté, tu sais, en RH, c'est souvent de ne pas avoir toujours les chiffres pour montrer cette relation directe. C'est souvent difficile d'avoir un chiffre exact parce que finalement, c'est pas uniquement ton management qui va avoir un impact direct sur la performance, c'est aussi tes process, l'organisation de ton entreprise, ta politique achat, enfin tout plein de facteurs qui contribuent tous. Alors t'as des indicateurs RH que tu sais suivre, mais qui pareil sont impactés par plein d'éléments externes. Donc la difficulté, c'est de pouvoir mettre un chiffre sur l'importance ou le poids du management sur tes résultats d'entreprise ou ses résultats économiques. Voilà, c'est ça qui nous manquerait et sur lequel il faudrait qu'on travaille. Et alors, si je reviens un petit peu sur toi, quelles ont été les rencontres qui t'ont impacté dans ton parcours professionnel, qui ont été clés? Les rencontres, alors à la fois... forcément, tu vois, tous les managers que j'ai eus, ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont développé, ça c'est vraiment
des rencontres fortes, tu vois, ceux qui te poussent un peu, là où toi t'aurais été peut-être plus prudente. Les rencontres tous mes collègues, les membres de mes équipes, des situations de vie, des profils particuliers. Enfin, tu vois, je te parlais de l'étudiante en thèse que j'avais accompagnée. Elle, ça a été vraiment une rencontre importante. Ceux qui m'ont apporté un regard différent sur la diversité, sur des approches managériales différentes. Et puis, mais c'est pas que professionnel, tu vois, à titre perso. Alors évidemment, mes amis, ceux qui m'ont poussé à m'orienter dans certaines voies ou qui m'ont donné confiance sur certains entretiens de recrutement, par exemple. Évidemment, mon mari, mon entourage familial des deux côtés, aussi bien ma famille que ma belle famille. Enfin, c'est ton entourage tout court, professionnel et personnel, qui te nourrit tout au long de ton parcours. Et tu parlais de recrutement, ça me donne envie de te demander, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques conseils clés pour réussir un entretien ? Des conseils pour réussir un entretien, être le plus factuel possible, en fait. Pour moi, alors moi, je fonctionne par question situationnelle. J'ai besoin sur une compétence que je vais rechercher, qu'on me raconte une histoire de situation où on a déjà mis en œuvre. Ça marche à tous les coups. Faut réussir à structurer et à se préparer des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on a fait dans son parcours qu'on va pouvoir réutiliser dans l'expérience suivante? Et ça, il faut structurer l'exemple. Par contre, il faut qu'il soit consistant. Il faut, si on peut, avoir un peu de données chiffrées. Ça marche à tous les coups. Montrer la valeur ajoutée qu'on a réussi à apporter et ce qu'on en a retenu. Ça, pour moi, c'est important. Préparer des exemples. Et en plus, ça sécurise, en fait. Si on est un peu anxieux, on se raccroche à ces exemples-là. Et finalement, donc, il faut préparer une petite dizaine d'exemples. Et puis, il faut pouvoir les mettre en évidence pour quand la question s'y prête. C'est amusant c'est amusant, je sais pas si c'est le terme, mais dans le parcours Chance, effectivement, on accompagne les personnes à créer leur historique de compétences. Donc, c'est pour chaque compétence une contextualisation, les enjeux, les apprentissages, une anecdote et également le projet certifié qui est un outil qui met en face de chaque compétence une action, un accomplissement avec une réalisation chiffrée ou qualitative en face. Donc, on est très alignés avec ça. Et merci pour le tips de se dire, on se prépare en amont une dizaine comme ça qu'on peut ressortir, on va dire. Ok, donc être factuel, situationnel. Et il y aura un dernier ou... Tu structures ton exemple. Donc voilà, tu as préparé ton exemple, tu t'entraînes même à le faire éventuellement. S'entraîner avant. S'entraîner avant. Tu expérimentes auprès de quelqu'un d'autre pour savoir si ton exemple est suffisamment clair. Tout à fait. Et puis après, ce qu'on recommande aussi. C'est d'être soi-même. Je pense et d'être transparent aussi. Alors évidemment en lien avec le poste ou l'entreprise, mais d'exprimer aussi, de faire part de ses questions. Je pense que c'est aussi important de se préparer des questions sur l'entreprise. Il faut s'être renseigné avant sur l'entreprise, évidemment. S'assurer que les valeurs correspondent, et puis le mettre en avant, expliquer ce pourquoi on a envie de postuler pour cette entreprise en particulier. Eh bien, merci beaucoup. Je terminerai par une dernière question. Quels sont tes projets pour la suite ? Je le disais, j'ai de beaux enjeux en tant que directrice exécutive RH chez Lidl. Et avec l'équipe, on a déjà notre feuille de route à construire pour, encore une fois, travailler sur notre marque employeur, nos sujets diversité, nos négociations à venir. Donc voilà, de très belles perspectives. Bien, merci encore pour ton temps, Laetitia. Merci à toi, Philippine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.